Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Je vous propose une vidéo liée à la réflexion autour de l'EPS et de l'éducation. Ça vous permet dans les copies et à l'oral d'avoir un petit peu de recul sur la discipline et d'avoir un esprit un petit peu critique sur les choses sans vous enfoncer en disant que tout est à acheter. C'est bien d'avoir un avis un petit peu tranché sur les choses et d'avoir matière à réfléchir et à discuter lorsque vous êtes à l'oral ou alors dans les copies. Donc je vous propose de partir sur cette première vidéo de matière à réflexion sur la loi de Goodhart, qui est un économiste, et il propose une façon de réfléchir sur les choses qui peut être intéressante en EPS. Et je vais vous présenter ça dans la vidéo. Si on suit la loi de Goodhart, dès qu'on transforme un indicateur en objectif, on court le risque de déformer l'apprentissage. En EPS, quand la compétence devient une cible à atteindre, que reste-t-il de la richesse du cheminement? Ici, la compétence, elle est vue comme une cible à atteindre. C'est ce que vivent beaucoup d'élèves. J'ai 14 sur 20 à mon 1000 mètres ou à mon 3 fois 500, donc j'ai réussi. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont appris à gérer leur effort, à s'autoréguler, à coopérer? Pas forcément. On a figé une performance au lieu d'observer une progression ou une transformation. À droite, le cerveau représente les véritables processus d'apprentissage. La compréhension, l'adaptation, le transfert, l'internalisation. C'est tout ce qui se joue en profondeur et qui ne se voit pas immédiatement dans la note. C'est pourtant ça qui construit des compétences durables. Alors, quatre questions s'imposent à nous, et peut-être que l'élève se les pose, ces questions, ou devrait se les poser, si on veut qu'il soit acteur de ses apprentissages. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Pas seulement ce que j'ai fait, mais ce que j'ai compris, retenu, réutilisé dans d'autres contextes. Est-ce que je pourrais le refaire demain, ou dans un autre sport? La deuxième question, c'est comment ai-je progressé? Est-ce que je suis meilleur qu'au début? Et pas juste en score, mais en compréhension, en coordination, en stratégie? Est-ce que je sais comment j'ai fait pour progresser? La troisième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui m'a aidé? Est-ce que ce sont les feedbacks du professeur? Est-ce que ce sont les stratégies avec de l'essai-erreur? Est-ce que c'est l'entraide avec un camarade? Si l'élève il arrive à repérer ce qui l'aide, il peut s'en servir plus tard. C'est le levier de la transférabilité. Et enfin, est-ce que j'ai appris pour moi? Pas pour faire plaisir, pas pour avoir la moyenne, pour me sentir capable, pour comprendre, pour agir. C'est la clé de la motivation autonome. Quand la note en fait devient un objectif, la compétence devient un objectif, elle peut masquer en fait l'essentiel, c'est ce que l'élève a construit à l'intérieur de lui. Donc l'évaluation, elle ne devrait pas être un verdict, mais elle devrait plutôt être une boussole. Mais qu'est-ce que c'est que la loi de Goodhart exactement? La loi de Goodhart, elle dit ça, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. On va prendre un exemple en EPS. On imagine l'enseignant propose une évaluation avec des critères et une progression, avec une compétence, avec du non acquis, du en cours d'acquisition, du acquis et du dépassé, par exemple. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que l'élève, en fait, il va pouvoir simuler, entre guillemets, la compétence. Est-ce qu'elle est réellement construite, cette compétence? Est-ce que l'élève a compris? Est-ce qu'il est capable de la transférer, de la maîtriser? Et ça, on n'en est pas vraiment sûr, en fait. Et la vraie question qu'il faut se poser derrière ça, c'est est-ce que les élèves apprennent pour eux ou est-ce qu'ils apprennent pour répondre à notre grille, en fait? Et donc, toute la difficulté qu'il va y avoir, c'est de savoir si les élèves arrivent à développer des compétences utiles, transférables, construites avec du sens, ou est-ce que juste ils s'adaptent à nos critères parce que ils visent une bonne note et ils visent la compétence. Donc il va falloir faire passer l'évaluation non plus comme un élément cible, mais plutôt comme un élément levier aux apprentissages. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le passage de la note à la compétence, c'est un vrai changement en fait dans l'enseignement? La note, elle rendait l'évaluation opaque. Ça, on est d'accord, puisque on savait pas vraiment comment expliquer à l'élève pourquoi il a eu 11,5 et pas 11,75 ou 12, 12,5. Voilà. Ça restait très opaque. Et puis, quand un élève venait nous poser la question, on pouvait être dans certaines activités un petit peu en difficulté. La plupart viennent pas, mais quand ils viennent, on peut être des fois en difficulté pour départager deux élèves qui ont quasiment la même note à 0,25 près. La compétence, elle permet de rendre les choses un peu plus lisibles, parce que l'élève sait ce qu'il a à construire pour avoir une bonne note, en fait.
Mais le problème qu'il y a, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'en fait, la compétence, elle va devenir une cible. Et donc l'élève, en fait, au final, on va le formater à quelque chose que nous, on attend. Et cet élève-là, en fait, il va viser non plus la note, mais il va viser le comportement qui est attendu. En acrosport, par exemple, la compétence, elle peut être déclinée avec un élément qui dit qu'il faut que l'élève prenne des risques maîtrisés. Et bien en fait, le fait de faire une figure ou deux ou trois qui sont maîtrisées, qui sont difficiles, mais les faire qu'une seule fois, est-ce que vraiment l'élève a appris quelque chose, a construit quelque chose, ou est-ce qu'il n'est pas plus dans le comportement stratégique? Donc la question qu'on peut se poser derrière ça, c'est est-ce qu'une compétence n'est pas juste une autre forme de note en fait? Et donc ça, je vous laisse y réfléchir. Pour le concours, c'est plutôt utile puisque ça vous permet d'avoir un petit peu de recul et puis d'appuyer votre propos quand vous essayez de décliner les éléments autour de la compétence. On va donc se poser la question suivante, qui est un petit peu source de débat. Est-ce que, parce que j'ai enseigné par compétence, parce que je cherche à construire des compétences avec mes élèves, est-ce que forcément il y a apprentissage? Eh bien, en fait, pas toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des élèves, on l'a tous vécu, en tant que professeur d'EPS. Les candidats peut-être, pas forcément, mais les enseignants d'EPS l'ont quasiment tous vécu. Il y a des élèves qui font tout très vite et donc est-ce qu'ils ont vraiment stabilisé les choses? Pas sûr. Ils sont peut-être dans une simulation de compétences, ils sont dans le superficiel, mais ça leur permet d'avoir, la note, requise. Et donc la cible devient une performance instantanée et pas une transformation durable. On prend un exemple en demi-fond, par exemple, où la compétence est déclinée de la manière suivante avec une partie où il va falloir adopter une allure adaptée, en fait. On imagine l'élève doit courir 30 secondes à une intensité élevée, de pourcentage de VMA, mais le problème qu'il y a, c'est que l'élève va, sur 30 secondes, peut-être réussir l'élément, 8-10 fois, mais tout de suite, il va retomber derrière dans ce qu'on appelle un pilotage aléatoire. Et donc, la question qu'il va falloir se poser derrière ça, c'est pourquoi l'élève retombe-t-il dans ses anciens comportements une fois l'épreuve passée? C'est vraiment ça qui va être au cœur de la réflexion. On peut donc aller un petit peu plus loin dans la réflexion et dézoomer encore un peu plus pour se poser la question de savoir si l'école qu'on propose à nos élèves actuellement, c'est une école de la performance ou c'est une école de l'apprentissage. On a des élèves, on le sait très bien, ils sont très stratèges. Ils vont faire en sorte d'adapter leur comportement à ce qui est attendu pour avoir la bonne note. Mais est-ce qu'il y a rétention? Est-ce qu'ils ont vraiment appris? Est-ce que ça a du sens pour eux? Pas certain. L'élève va faire tout pour réussir, mais pas forcément pour comprendre. Exemple en EPS, en badminton, si j'arrive à varier un peu mes trajectoires, j'arrive dans la case acquis, par exemple, de la compétence. Eh bien, est-ce que l'élève est capable de varier les trajectoires dans toutes les situations, dans différentes situations? Pas certain. Et puis, on peut avoir des élèves qui, au mois de novembre, comme on disait tout à l'heure, sont capables de varier les trajectoires, et puis on les récupère l'année suivante, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce qu'il y a rétention? Pas forcément. La question qu'on peut se poser donc, est-ce qu'on forme des élèves intelligents ou des élèves rusés? Vous avez donc bien compris maintenant avec la loi de Goodhart, en fait, le fait que l'évaluation ce soit une cible, donc une case à viser ou une note à avoir, risque de déformer l'apprentissage, les apprentissages profonds des élèves. Donc là, je vous propose 4 leviers qui vont permettre de transformer l'évaluation en un moyen d'apprendre et donc de redonner un petit peu plus de sens à l'évaluation. La première piste que je vous propose, c'est de valoriser le processus et pas juste le résultat. En fait, il va falloir essayer de remettre l'accent sur le chemin parcouru et pas juste sur la performance finale. Exemple en danse ou en gymnastique, plutôt que de noter juste la production chorégraphique ou l'enchaînement, eh ben, on va essayer de s'attarder plus sur la capacité de l'élève à construire, à s'adapter, à coopérer, à s'entraîner. Ça va permettre de revaloriser les stratégies mises en place, de développer l'engagement de l'élève et de donner un peu plus de sens à l'action et pas juste à l'examen final. La deuxième piste que je vous propose, ça va être de changer les contextes pour stabiliser l'apprentissage. On sait que l'évaluation ne doit pas être un moment figé en fait. On sait aujourd'hui que l'apprentissage moteur il est plus solide quand il est réactivé dans des contextes variés. Et donc si l'élève sait dribbler en basket par exemple, mais qui perd tous les autres ses repères dans une autre activité collective comme le handball, eh ben, ça veut dire que l'apprentissage il est fragile en fait.
Et donc, on va essayer d'évaluer dans des conditions légèrement différentes pour favoriser le transfert. Par exemple, refaire un duel en sport collectif avec d'autres contraintes ou un espace différent. La troisième piste que je vous propose, c'est de rendre visibles les progrès. Souvent, l'élève progresse, mais il ne voit pas vraiment, en fait, qu'il a progressé. Et quand il ne voit pas ses progrès, en fait, il risque de se décourager. Donc c'est essentiel en fait de rendre ces évolutions perceptibles. Donc par exemple, avec une vidéo de lui-même en début et fin de cycle, ou en notant ses repères clés à chaque séance, on peut aussi utiliser des outils simples, comme des grilles d'auto-évaluation à 3 niveaux, pour qu'il voit concrètement ce qu'il a acquis. Et puis la dernière piste que je vous propose, c'est de réactiver ses acquisitions. L'erreur fréquente, c'est de croire qu'un apprentissage en fait validé en décembre, il est encore valable en avril. Et ça, c'est faux. On doit penser l'évaluation dans la durée, en fait. Et donc, par exemple, reprendre en séquence 3 une tâche déjà travaillée en séquence 1 avec un nouvel objectif, ça permet de voir si l'apprentissage est vraiment durable. Et c'est ce qu'on appelle la consolidation à long terme. C'est essentiel, en fait, si on veut éviter que l'élève soit un éternel débutant à chaque cycle. Donc, est-ce qu'on peut évaluer, en fait, sans détourner l'apprentissage? Oui, si on fait en sorte que l'apprentissage, ce soit plus une cible, mais que ce soit un levier à l'apprentissage. Il faut lui redonner cette fonction-là à l'évaluation, que ce soit un levier d'apprentissage, pour que l'élève puisse construire et réellement apprendre. Et donc, si on a envie que nos élèves ils passent de je fais par rapport à la grille pour avoir une bonne note à je fais et ça a du sens pour moi, il va falloir qu'on transforme un petit peu nos pratiques, qu'on adapte un petit peu nos pratiques. Donc, je vous propose 3 pistes concrètes en EPS. Donc là, l'objectif, c'est se concentrer, par exemple, sur le premier exemple, sur le processus, on va se concentrer. Et donc, par exemple, en danse, on va prendre l'exemple de la danse, on va se concentrer, en fait, on va valoriser toutes les tentatives des élèves, même celles qui sont ratées. Et en fait, je vais montrer que ce qui compte, c'est l'engagement, l'essai et la recherche, et pas juste la production finale. L'élève, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il aura peut-être moins peur de rater, et donc il va plus s'engager. La deuxième piste que je vous propose, c'est de travailler sur la variabilité. Donc là, on va essayer d'introduire de la variabilité dans ce qu'on propose dans nos situations. Par exemple, en sport collectif, on va essayer de changer les règles, les rôles, les partenaires. Ça va forcer l'élève à s'adapter et à réaliser des transferts. Et ça va permettre de stabiliser les compétences. Donc il apprend à ajuster et pas juste à répéter ici. Et puis la troisième piste que je vous propose, ça va être par rapport à la visibilité. On va essayer de rendre visibles les progrès. Et donc, par exemple, en natation, on va pouvoir filmer des élèves à 2 moments de l'année. Ça va leur permettre de voir concrètement leur évolution, en début de séquence et en fin de séquence. Et ça, c'est hyper puissant, en fait, pour prendre conscience de ce qu'ils ont appris. Donc, vous avez bien compris qu'en fait, il va falloir repenser, réadapter notre façon de proposer l'évaluation à nos élèves pour qu'elle ait du sens et que nos élèves s'engagent non plus par rapport à la cible prévue, mais par rapport à eux, ce qu'ils ont envie de construire et ce que nous, on aimerait qu'ils construisent au fond. À travers cette vidéo, j'ai essayé de vous faire réfléchir sur la notion de évaluation en tant que cible. On a vu que ça pouvait transformer le comportement et que ça vous pouvait rendre les apprentissages superficiels. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut évaluer pour faire grandir l'élève? On sait que toute mesure change le comportement, et donc la vraie question, et le vrai enjeu, c'est de se demander qu'est-ce qu'on choisit en fait pour vraiment faire changer les choses. Quand vous mesurez une performance chez l'élève, qu'est-ce que vous mesurez? Vous mesurez ce que l'élève fait ou vous mesurez ce que l'élève devient? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un nouveau format plutôt pour réfléchir et vous amener un petit peu de matière à débat. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à vous abonner éventuellement sur la chaîne. Je vous mettrai en lien également un petit fichier sur la temporalité des réactivations. Donc vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Voilà, à bientôt.